Quand on me pose une question et que j'ai pas accès directement à la réponse, j'ai mon cerveau qui se paralyse et, là j'ai l'émotionnel qui prend le dessus et je sais plus, j'ai plus accès à rien. Je le partage parce que c'est parfois des choses que j'entends aussi de personnes que j'accompagne et qui me disent « Ah, mais c'est le moment où je suis bête, je sais plus quoi répondre. » Et là, qui se jugent sur ce moment-là. Or, en fait, c'est juste que l'émotionnel est rentré dans le jeu et après, chacun a ses propres mécaniques. Mais tu vois, là, d'un coup, j'étais là face à ta question et j'étais là « Ok, quoi ?» Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Gloria Jensen, formatrice, coach de vie, spécialisée dans l'accompagnement de personnes hautement sensibles et haut potentiel, femmes multipotentielles et multiculturelles, entrepreneuse, youtubeuse, passionnée d'art et de neurosciences, mais également hypersensible et HPI. Bonjour Gloria et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je te remercie et c'est un plaisir d'être ici. Eh ben, c'est un plaisir partagé. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en trouver encore beaucoup d'autres, sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif comme à son habitude. Alors on va commencer, si tu veux bien, par explorer ensemble ce que j'ai baptisé moi les 3 étapes de façon assez subjective. Je vais te les résumer brièvement et puis on développera ce qu'elles peuvent bien vouloir dire ou non dans ton parcours de vie. Donc pour moi, en fait, la première étape, c'est celle du décalage. On se demande ce qu'on fout là, on est seul avec son ressenti et on se pense un petit peu fou parce que on sent bien que c'est pas normal de ressentir tout ça. On se sent infiniment seul et pour résumer ça, généralement, on parle du fait d'être extraterrestre. L'étape numéro 2, c'est celle où une étiquette ou plusieurs arrivent et se collent sur notre front pour donner un petit peu de sens à tout ce décalage vécu précédemment dans la douleur et la solitude, de manière à ce que ça soit un petit peu plus rationnel, c'est plus ou moins scientifique, mais ça donne un éclairage, une relecture de son passé, et donc à ce moment-là, on sait qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou, et qu'on est bien un peu extraterrestre, à l'endroit où ces étiquettes nous correspondent. Et la 3e étape, celle qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on fait de tout ça. Et ma question, la question générale que je pose à mes invités, c'est est-ce qu'en étape 3, une fois qu'on sait tout ça, il n'est pas temps de réhumaniser son extraterrestre et enfin d'essayer d'adhérer à notre statut d'humain qui a été si difficile à contacter dans un premier temps? Voilà, donc moi j'ai fini un petit peu mon introduction et j'en arrive à ma première question pour toi Gloria. Est-ce que tu as déjà utilisé le mot d'extraterrestre pour t'auto-qualifier? J'ai l'impression, je t'ai écouté avec attention et j'ai tellement de points déjà où j'ai envie de rebondir. Mais je vais essayer de répondre à ta question parce que ça m'a fait connecter à plein de choses. Je suppose que c'est quelque chose qui est familier à toutes les personnes qui t'écoutent, toute ton audience. Est-ce que j'ai déjà utilisé le mot de extraterrestre? Non, jamais. En fait, et pourquoi en fait? Et je pense que c'est intéressant de savoir que je réfléchissais en même temps que je t'entendais sur les 3 étapes que tu partages et la sensation de décalage. Et en fait, je me suis rendu compte que même dans des personnes qui étaient HPI, parfois le terme de décalage leur parlait pas toujours. Et notamment, j'ai une personne que j'ai interviewée parce que je fais aussi des interviews donc d'adultes HPI, et qui disait mais en fait, moi le mot de décalage, je me suis jamais sentie décalée. Je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment un marqueur dont on parle systématiquement. Et en fait, cette notion de décalage, évidemment, on la ressent suivant dans quel environnement on est. Donc c'est hyper important de le remettre dans un contexte et on le sent plus ou moins si on est dans un environnement qui nous ressemble, qui nous permet d'être nous-mêmes ou pas. Et pour répondre plus personnellement à ta question, en fait moi j'ai grandi sur 2-3 cultures. J'ai grandi en France et mes parents étant allemands et autrichiens. Et en fait j'ai senti une différence, sauf que mes parents l'ont toujours mis sur le compte de la différence culturelle. Donc en fait, oui, je sentais une différence, mais j'ai réussi ça m'a aidé, je pense, à la vivre et à la rationaliser parce que mes parents, ou en tout cas ma mère, m'a souvent dit, Gloria, c'est normal, tu grandis sur d'autres cultures, t'as
t'as une autre perception. Et en fait, ça m'a aidé à accepter la différence, même si je comprenais pas forcément tout. Et c'est drôle parce que j'ai moi-même une personne que j'ai interviewée qui était d'origine asiatique et qui dit, en fait, quand j'ai découvert, je me suis dit, ah, donc en fait, tout ce que je mettais sur le compte de ma différence culturelle, en fait, c'est dû peut-être aussi à autre chose. Donc du coup, ce décalage, je l'ai vécu différemment et je me suis pas dit que j'étais un être extraterrestre, mais davantage, ah tiens, j'ai peut-être un background, c'est un mot anglais, j'essaie de trouver le mot français, mais des origines ou une histoire différente qui me permet en tout cas d'accueillir ce décalage-là. Ouais, super intéressant comme façon de le vivre dans un premier temps, c'est-à-dire que toi, t'as eu quelque chose qui pouvait canaliser cette espèce de truc bizarre qui se passait à l'intérieur de toi et lui donner du sens qui n'était pas les étiquettes sur lesquelles tu es tombé plus tard. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ce que tu me dis à demi-mot, c'est que au niveau de tes parents, en fait, tu t'es senti aussi comprise et contenue par leur façon d'éclairer ce truc-là, et ça t'a tranquillisé, j'ai l'impression. Mm. En fait, je crois que dès qu'on ressent quelque chose, on a besoin de le comprendre et de le valider. Et ça m'a donné des éléments de compréhension et ça m'a permis de le valider. Et à partir du moment où on fait Ok. ça, c'est plus simple de vivre avec. Et je pense que ça correspond aussi au process d'intégration, justement, du HPI, du TDA, après, quel soit le mot ou la caractéristique dont on parle. Ok. Ouais, ouais, bah, c'est super que tu puisses apporter cet éclairage-là. C'est la première fois qu'on l'a sur la chaîne et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir beaucoup de personnes qui témoignent sur ces mêmes questions de départ. Après, on part sur d'autres trucs, on se laisse aller à ce qui vient. Mais j'aime bien ce point de départ parce que tout le monde va avoir sa manière de l'illustrer, de l'avoir vécu et de le retransmettre et de le penser aujourd'hui, étant donné l'expérience et le parcours qu'il a fait jusque-là, quoi. Et donc voilà, merci pour ça. Et je voudrais savoir justement, pendant toute cette période où il y avait que cette explication du fait d'avoir plusieurs cultures à l'intérieur de toi et de vivre dans une troisième qui pouvait expliquer un certain décalage, est-ce que donc ce décalage a été uniquement quelque chose que tu as rendu sensé par l'explication qu'on te donnait et ça n'a donné lieu à aucune souffrance particulière pour toi? Non, en fait, je pense que ça a aidé, mais ça n'a pas suffi. Et si je réfléchis, en fait, je pense, alors, à nouveau, hein, pour beaucoup de personnes HP, le parcours scolaire est quand même un moment important, qu'il soit réussi, brillant, entre guillemets, ou alors difficile, challengeant, et c'est quand même le lieu de socialisation aussi. Et à nouveau, souvent aussi, on parle du moment particulier de l'adolescence comme un moment assez clé en fait pour les personnes HPI. Et je pense que c'est le moment où j'ai senti en fait cette différence-là. Et je sais qu'un des challenges pour moi, mais je pense qu'on y reviendra peut-être après, mais c'était la partie de l'hypersensibilité, en tout cas davantage la partie reliée aux émotions. Et à nouveau, je pense que j'ai eu de la chance aussi, c'est-à-dire que en tout cas, du côté de ma mère, c'était ok que je pleure et c'était ok. Et je pense que quand je repense, j'ai tellement pleuré. Je pense que vraiment dans mon adolescence, je sais pas combien de fois par semaine je pleurais, sauf que j'avais le droit de pleurer. C'était dur, mais j'avais le droit de l'exprimer. Donc en fait, à nouveau, on en revient si je reviens sur des caractéristiques plus générales, c'est qu'est-ce qui est important avec les émotions, c'est déjà si on peut les exprimer, on décharge une partie. Et ça m'a énormément aidé. Et après, je pense que les autres différences que je percevais et que j'arrivais pas à expliquer, j'allais dire malheureusement entre guillemets, mais c'est finalement comme ça que je l'ai fait, c'est j'ai cru que c'était un défaut de ma part ou que moi finalement j'avais à nouveau c'est assez classique maintenant c'est drôle je reviens dans cette histoire là mais j'ai aussi le regard du professionnel aujourd'hui mais je l'ai mis sur le compte de c'est moi qui a un problème, c'est moi peut-être qui arrive pas à faire quelque chose et c'est ce processus je pense aussi qui va parler à beaucoup de personnes on le prend pour soi. Et à partir du moment où ensuite on passe dans l'étape de on découvre ces différentes caractéristiques, on arrive à mieux se comprendre, c'est comme si, j'ai envie de dire un peu, on le détache de soi comme une problématique et on développe un autre rapport à soi, évidemment. Et potentiellement, l'idéal après, c'est de le transformer et de finalement soit de le vivre de façon neutre, dans le sens où c'est ce qui est, et encore le mieux, c'est de pouvoir en bénéficier, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, dans un contexte spécifique. Hmm.
J'ai une question à laquelle t'es pas obligé de répondre parce qu'en plus on a un début d'échange, mais bon, c'est celle qui me vient. Moi, je me laisse traverser par les questions qui viennent me chercher et je te la pose. C'est, elle disait quoi, les larmes de celle que t'étais quand t'étais adolescente? Mhm. C'était quoi ces larmes? Ouais, Elle- ouais. Alors j'ai moi-même besoin de me remettre dedans, de réfléchir, de ressentir. Je pense que c'était, c'est ce, je dirais, il y a deux composantes. Il y en a une, c'est le regard sur soi. Moi, vraiment, je suis parfois étonnée. Je repense même moi, enfant, combien j'étais dure avec moi, mais je ne sais même pas d'où ça vient. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y avait une partie, c'était la dureté vis-à-vis de moi, et le regard critique vis-à-vis de moi. Et une autre partie qui était plus orientée vers l'autre ou en fait ou vers le monde, je dirais de manière générale, c'est en fait de ressentir les choses. Et je pense à nouveau ça touche à l'hypersensibilité, mais je ressentais les choses à 300%. Je veux dire, quand tout ce qui se passait, tout ce que j'intégrais, je vivais dans la journée, j'avais un moment donné en fait besoin de le décharger, je pense, à travers ces larmes là. C'était j'ai un peu, j'ai envie de dire, j'ai engrangé toute la journée, j'ai essayé, parce que voilà, c'est quand même l'école, mais après on peut l'étendre au contexte professionnel. Il y a des règles, il y a une certaine façon de passer à travers la journée. Je pouvais pas, il fallait aller en cours, il fallait suivre, il fallait apprendre, il fallait faire un contrôle. Et c'est un peu bon ben, j'essaye de faire ce qu'il y a à faire, et à la fin de la journée, je respire potentiellement, et c'est là où je fais de l'espace et je digère tout ce qui s'est passé dans la journée. C'est comme ça que je Ok. l'expliquerai aujourd'hui. Non, mais super, c'est très bien. Donc ça veut dire, est-ce que tu as gardé cette aptitude? Alors évidemment, il n'y a plus l'intensité de l'adolescence pour pousser les larmes à venir peut-être plusieurs fois par semaine, et encore, on ne sait jamais. Mais Ouais. est-ce que c'est un mécanisme que tu as gardé et qui est finalement la possibilité pour toi de laisser s'exprimer les émotions dans un cadre sécurisé, c'est-à-dire bah, plutôt à la fin de la journée, dans un moment où tu peux te permettre de le faire, mais des fois, quand on est seul, on n'y arrive même pas. Mm. Mais en fait, je dirais la différence, c'est et j'ai pas envie que quand je dis ça, les personnes croient que c'est le chemin. Aujourd'hui, je pleure beaucoup moins qu'avant. Je pense que parce que je suis clairement dans un environnement à la fois personnel et professionnel qui me permet d'exprimer qui je suis, qui me permet de vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc, on va dire, il y a moins de difficultés finalement au quotidien. Il y a plus de choix dans la vie que je me suis créée et qui, à l'époque, évidemment, il y avait moins de choix. En fait, ce qui a changé, je pense que quand j'étais peut-être enfant, adolescente, je me disais, ah, mais j'ai un problème, pourquoi je pleure autant, c'est pas possible. Aujourd'hui, en fait, au contraire, presque j'ai envie de dire, j'aime pleurer, dans le sens où je sais, et en plus je le sais en plus après au niveau plus, maintenant que je comprends la mécanique des émotions, je sais qu'il y a un processus thermique qui se passe, et je sais que enfin, j'ai aussi le savoir, sur comment processer une émotion et comment l'accompagner. Et je sais que c'est la meilleure façon en fait de vivre ces émotions, c'est justement de la vivre. Et c'est comme ça qu'on s'en libère. Et donc voilà, avoir le savoir, la connaissance, ça aide. Et surtout aussi la sensation de moi, même j'ai développé un rapport totalement différent à mes émotions. La tristesse, c'est plus un problème pour moi. Je la vis et je vois la beauté et je suis présente à cet état-là. Et en fait, cet état-là, il m'apporte autre chose auquel j'ai pas accès quand je suis dans la joie. Et c'est évidemment à la fois le travail, je dirais, un peu théorique de comprendre comment fonctionne une émotion, savoir qu'une émotion c'est pas mal en soi, qu'on a le droit de ressentir tout ce qu'on veut, le valider, et en même temps le processus pratique de moi-même avoir pratiqué, parce que ça suffit pas juste de le comprendre au niveau théorique, et c'est se laisser vivre l'émotion, et qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est parfaitement ok en fait. Alors qu'avant, Hmm. voilà, c'était un problème. Aujourd'hui, c'est parfaitement ok. Et j'ai appris à créer cet espace pour vivre ce qui se passe pour moi et lui laisser de la place parce que je sais les bénéfices après aussi. Ouais, chouette. Chouette, chouette, chouette. Bah, je me réjouis pour toi. Et Merci. pour ceux que ça risque d'inspirer, juste d'entendre ce témoignage-là, de passer de l'incompréhension de pourquoi les émotions nous traversent à une plus Mm. grande compréhension et au fait que il y a comme une régulation qui est liée aussi à la justesse de ce qu'on vit, mais qui n'est pas l'absence d'émotion. Et ça aussi, c'est important.
De Ouais. pas miser sur l'absence des émotions. Le bonheur, ce serait l'absence des émotions autres que la joie. Non, on est sur autre chose là. Ouais, je crois que ça a été en fait, et je trouve aussi un peu j'allais dire le marketing pour les personnes qui sont plus en ligne, mais peut-être la communication, même sur tout, pas que les réseaux sociaux, dans le monde entier, on a, enfin vraiment, et moi inclus, j'ai cette croyance de le bonheur, être heureux, c'est ça ce qu'on devrait rechercher en fait. C'est ça, ça veut dire qu'on est, c'est ça, enfin on va dire qu'on a atteint peut-être la plénitude dans sa vie. Or en fait, c'est cette mécanique. Pour moi, et ça a été un chemin parce que vraiment, je croyais en fait que euh, comment dire, une vie épanouie, c'est quand on est heureux tout le temps et c'est ce que je dois chercher. Alors, en fait, si on cherche ça, bah, évidemment, vu qu'on n'arrive pas à l'être tout le temps, on se dit, soit j'ai un problème ou j'y suis toujours pas arrivé. En fait, c'est le moment où j'ai compris, en fait, non. Toutes les émotions font partie de la vie et presque, parfois, si ça peut aider les personnes à le rendre concret, c'est 50-50, quoi. J'ai le droit d'avoir à la fois toute cette joie, cet enthousiasme, toutes les émotions plutôt du champ de l'agréable, et il y aura aussi du champ du désagréable. Et en fait, c'est ce qui était très connu, je pense, à toi aussi en tant que professionnel, c'est en fait une émotion, elle est pas, comme j'en suis sûre, d'autres personnes ont pu le dire, elle est pas négative ni positive, mais elle vient t'informer et elle vient te dire une justesse sur toi. Et je sais même plus pourquoi, je sais même plus quelle était la question d'origine, mais en tout cas, c'est vraiment comme tu disais, il n'y avait pas de question. Maintenant, je me rappelle, le bonheur et c'est ça. À partir du moment où, en fait, on intègre et qu'on comprend que toutes les émotions ont leur place, du coup, c'est beaucoup plus simple et enfin, il n'y a pas une recherche à laquelle on n'aboutira jamais, en quelque sorte, en fait. Et il y a une validation de son propre état. Hmm. Oh, on est relié au présent et on n'est pas en train de chercher l'état dans lequel on devrait être. On est plutôt en train d'accueillir l'état dans lequel on est. Il y a un truc comme ça. Et l'image Ouais. qui me venait pendant que tu disais ça, c'est que les émotions, c'est comme si elles teintaient nos lunettes d'une certaine façon et donc du coup, elles nous permettent de voir la situation sous un angle différent ou sous une couleur différente. Ce qui fait que l'émotion, elle nous aide aussi à être multifacette d'une certaine façon et peut-être qu'elle va aider les gens qui justement répriment ces émotions à peut-être passer un peu en force des fois pour qu'il y ait quand même cette possibilité de voir la vie de différentes manières alors qu'on aimerait la voir pour la maîtriser de façon un peu monobloc, tu vois, pour le contrôle qu'on aimerait avoir parce que la tête préside dans la plupart des cerveaux qui nous regardent ce soir. Il y a une prédominance de la tête à la table des décisions et de ce qui est valable ou pas, de ce qui est vrai ou pas. Et les émotions savent bien se rappeler à notre bon souvenir quand même, je trouve. Ouais, pour moi, là, tu touches au sujet que j'adore aussi sur la question d'un fonctionnement HPI. En fait, je pense que, comme tu dis, la tête, c'est le royaume dans lequel on est potentiellement le plus à l'aise ou vers lequel on va le plus facilement. Parce que, ça, il n'y a pas de limite, ce que je peux penser, ce que je peux imaginer. Tiens, je peux analyser si, mais c'est comme ça, j'ai compris. Et il y a une sorte de jouissance de l'aspect intellectuel, en fait. Et c'est ça, c'est sans limite. Et ensuite, et c'est là où, enfin, déjà ça comme premier point. Et après, au niveau émotionnel, c'est drôle parce qu'en même temps, je t'entends parler et je dis cette prédominance. Et en même temps, en fait, j'ai presque envie de dire, il y a tout autant une prédominance émotionnelle, sauf qu'elle est tentée, la plupart tentent de la contrôler, soit s'en déconnectent totalement, comme ça je ressens plus rien, soit s'y connectent, mais presque ça les... J'ai presque envie de dire, souvent on entend parler d'être submergé par ses émotions, mais c'est presque parce qu'il y a une tentative de contrôle à un moment donné, en fait. Donc finalement, le contrôle, il est toujours là. Et c'est, comment dire, en tout cas pour moi, c'est extrêmement intéressant d'avoir ces deux aspects, un peu le niveau plus cognitif, mental, et le niveau émotionnel. Et à nouveau, hein, c'est mon regard, mais pour moi, le chemin, en tout cas, vers l'épanouissement, d'ailleurs, avec son haut potentiel, avec son fonctionnement spécifique, c'est comment je nourris à la fois cette part intellectuelle qui a besoin d'être stimulée, tout en n'étant pas surstimulée, donc c'est toujours, mais voilà, qui est nourrie, et en même temps, qu'est-ce que je fais avec ma part émotionnelle? Est-ce que je suis aussi en train de la nourrir? Est-ce que je suis en train de l'accueillir? Et c'est tout le challenge, comme je dis, pour moi, c'est à la fois le chemin et c'est le méga challenge de
ok, comment je peux être davantage dans mon corps? Et comment je peux peut-être pas direct aller dans ah je suis en train de vivre ça, ah c'est bon je comprends, il s'est passé ça, je devrais faire ça, j'aurais dû penser ça et c'est ça que je non ah je me laisse juste vivre ce que je suis en train de vivre et après ok peut-être que et j'irai dans essayer de comprendre la situation et je dis après en fait on s'en fiche presque de l'ordre parce qu'à nouveau mais juste à un moment donné l'émotion elle a besoin d'être vécue et ça va paraître comment dire, un peu peut-être challengeant pour certaines personnes d'entendre ça. Je pense qu'à un moment donné, c'est hyper important, voilà, d'analyser les situations, de comprendre pour aussi changer des mécaniques, etc. Mais déjà, les émotions, la chose la plus simple, c'est de la chose la plus simple. C'est pas la plus simple, mais la chose la plus importante, c'est juste de se laisser vivre l'émotion. Et déjà, on a fait une grosse partie du boulot. Pour moi. Ouais. Ouais, je te rejoins là-dessus. En fait, bah, comme tu disais, il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà dit qu'il n'y a pas d'émotion négative, mais je pense qu'on le dit jamais assez parce que c'est tellement ancré dans la Ouais. façon dont on peut s'exprimer le reste du temps que le marteler un petit peu par ici, ça fait du bien quand même. Ouais. Voilà, donc merci de partager ça. Et du coup, l'image me venait, pendant que tu me parlais, l'image me venait d'une planche à voile, c'est-à-dire que la tête, ce serait la voile, qui peut se transformer en cerf-volant quand on n'est pas rattaché au corps, et qu'on aime, bah voilà, virevolter au-dessus et surplomber un petit peu les paysages, mais le fait d'avoir une planche, le fait d'avoir des émotions qui surfent sur les vagues, qui sont plus ou moins houleuses, qui sont plus ou moins profondes, qui sont plus ou moins clair en dessous, on voit à travers, on voit pas à travers, etc. Je trouvais que c'était une image qui m'était jamais venue et que c'est un peu rigolo d'aller chercher le plaisir dans la planche également et de compter sur la voile pour que ça continue d'avancer. Il y a un truc comme ça. Ouais. J'adore de toute façon moi les images, les métaphores et en plus enfin ça fait partie de l'eau. Pour moi c'est un de mes éléments. Je fais du surf, c'est hyper important pour moi. C'est aussi là où j'ai à la fois voilà mon équilibre et je trouve que enfin je pourrais faire plein de métaphores aussi un peu du style de celle que tu as faite sur l'océan et comment ça représente les émotions et enfin j'aime bien en tout cas comment tu lis les deux et c'est intéressant tu vois que tu mettes la voile comme un peu voilà ce qui peut partir dans les airs et en même temps la planche c'est ce qui tient la voile par terre ou en tout cas sur l'eau et en fait je pense que c'est à la fois je sais que ça emmerde clairement certaines personnes HP la partie corps c'est oh là là mais si je pouvais contrôler mon corps en plus sauf qu'en fait le corps c'est ce qui nous sécurise c'est-à-dire c'est ce qui nous permet justement pas de nous envoler et de s'assurer que bah, voilà, tu restes présent à ce qui est. Je vais expliciter parce que évidemment, si on a un rapport, on a eu des traumas spécifiques. En plus, ça peut être en lien avec le corps. Les personnes vont se dire, mais Gloria, tu dis le corps, ça sécurise, mais pas du tout. Moi, je suis pas bien dans mon corps en fait. Et effectivement, ça peut être un process suivant, ben voilà, suivant son histoire, de rentrer, on va dire, de pouvoir se laisser être dans son corps. Mais je vais donner un exemple très concret. Et je pense qu'il va parler à plein de personnes et que j'ai moi-même vécu. C'est dans ma tête, situation typiquement plutôt professionnelle, c'est ah mais tiens je peux travailler quelques heures de plus, ah mais si je peux encore aller faire ça, et puis non mais là je suis fatiguée, non mais je vais tenir, faut encore que je transmette ce rapport pour demain, etc. Et donc oui mentalement je sais que ton cerveau est super puissant et t'as un mental pour le coup qui est très puissant, donc je sais que tu vas y arriver et tu vas pouvoir tenir comme ça un jour, 2 jours, des semaines, des mois, des années. Sauf qu'à un moment donné, potentiellement, si jamais tu revas vers le corps, ben, le corps, il va lâcher. Et là, tu vas détester ton corps, potentiellement, tu vas dire, mais, ou ta santé, mais pourquoi je peux pas continuer et il va y avoir ce rapport de conflit, sauf qu'en fait, là, ton corps, très concrètement, il t'a protégé. Parce que toi, dans ton cerveau, tu seras allé dans le sans limite et tu aurais complètement grillé toutes les batteries et pour le coup, c'est vraiment, enfin là, je pense même plus au burn-out, mais c'est vraiment comment il s'exprime spécifiquement chez les personnes à HP elles vont presque encore plus loin parce elles peuvent aller tellement loin avec le mental. Sauf que là, le corps, en fait, dans cette version, c'est un peu dans la version désagréable, mais on peut aussi l'avoir dans la version agréable. Il vient ramener, il vient te dire, tu sais que t'es allé un peu trop loin. Et plus on met cette connexion entre la voile, tu vois, si je reprends ton image, et la planche, ben plus les deux vont avancer vite et bien ensemble, en fait. Parce que ben voilà, si tu tiens que la voile mais que tu poses pas bien tes pieds sur la planche ou la planche elle est pas bien orientée, ben du coup tu avances peut-être moins bien, tu peux pas avancer qu'avec la voile, tu peux pas avancer qu'avec la planche, en tout cas dans la mécanique de la planche à voile. Et c'est là où si
lorsqu'il y a cette alliance-là entre mon cerveau qui est puissant, qui peut aller loin, et waouh, je suis pleinement à l'écoute aussi de mon corps, et là il est en train de me dire, écoute, c'est peut-être pas logique, et je repense encore à une séance de coaching que j'ai eu récemment, elle fait, c'est pas logique, il est 2h30 dans l'après-midi, là il faudrait peut-être que je suis en train de travailler et que j'avance sur ce rapport, parce que je m'étais dit qu'aujourd'hui je ferais cette tâche-là, comme ça demain je pourrais faire ça, donc ça c'est la version mentale qui rentre en jeu, et fait, mais en fait je suis connectée à mon corps, et je sens que, en fait, je suis fatiguée, et là très concrètement j'aurais besoin de m'allonger, et peut-être que je vais pas réussir à faire une sieste, mais au moins de me poser un peu, peut-être que, je sais pas, je vais boire un thé, je vais juste m'installer. Et ça va peut-être me prendre 1 heure, ça va peut-être me prendre 2 heures, ou c'est peut-être juste un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes juste avant les yeux fermés, et après je reprends. Et j'ai bien conscience, à nouveau les personnes vont m'écouter, ils vont dire, mais Gloria, on peut pas faire ça partout, le monde du travail, etc. Oui, je suis d'accord. Et en même temps, je pense qu'il y a toujours des solutions, et ça peut démarrer par juste 1 minute. Tiens, là, c'est l'occasion. Peut-être je ferme mes yeux, ou juste je me pose, je ressens comment sont installés mes pieds, tiens, comment je suis assise sur ma chaise. Juste cette mini connexion, même si c'est quelques secondes, et au fur et à mesure, plus on développe cette connexion, plus le corps vient former. Et là, c'est peut-être théorique pour certaines personnes, mais une fois qu'on le vit, on comprend faire, non, maintenant je vais commencer à écouter mon corps, parce que je vais aller plus loin, mieux, entre, voilà, cette pratique de la planche à voile, si je reprends ton image. Ouais, bah oui, oui, oui. Bah, même j'ai même presque envie, tu vois, de faire un hold-up de l'antenne pour passer un message à mon corps et le remercier, parce qu'en fait, quand on est en train de discuter, on dirait qu'on est arrivé. Alors moi, personnellement, au niveau de la corporalité, je suis pas du tout arrivé, hein. C'est-à-dire que je suis en train de découvrir la connexion avec mon corps, et je suis en train de l'apprivoiser. Donc je suis en train d'y prendre plaisir, en fait. C'est ça la différence. Donc je suis en train d'apprendre, mais je suis pas en train de maîtriser ça du tout. Et bah, genre, je remercie mon corps d'avoir attendu que j'ai les moyens de le rejoindre et d'avoir continué à fonctionner quand même. Donc voilà, c'était juste un petit message comme ça que je me permets de Ouais. passer sur l'instant. Si je peux Je t'en prie. rebondir dessus, ouais, je te remercie pleinement. Je trouve que c'est hyper important aussi en tant que professionnel de partager, voilà, où j'en suis et voilà le chemin. Pour moi, je trouve que vraiment, je te remercie pour ça. Et je sais que souvent, moi, ce que je dis quand je partage, parce que beaucoup de personnes viennent me voir justement pour ce travail émotionnel, de travail avec le corps, je fais, écoute, jamais tu es arrivé, en fait. Moi-même, je suis jamais arrivée. Par contre, à chaque fois, c'est comme si, à chaque fois, je remonte dans le bateau. Je veux dire, imaginons, je suis dans un bateau, ou je sais pas, un kayak, et là, il y a un énorme torrent. Oh, je viens de me prendre un truc dans la tête, et là, le bateau, il se renverse. Évidemment, le bateau, il se renverse, et moi, j'en peux plus. Je suis sous le bateau, j'essaie de remonter sur le bateau. Par contre, toujours, je reviens, ok, comment je peux revenir à mon corps? Moi aussi, hein, il y a des moments où je suis juste dans ma tête, et là, je m'en rends compte, parce que c'est toujours ça le premier point, hein, et hop, comment je vais pratiquer? Il y a des jours, c'est plus facile que d'autres. Je veux dire, c'est jamais quelque chose d'acquis. En fait, ça, je crois, c'est hyper important à nouveau à dire, parce que sinon, à nouveau, on développe cette croyance de j'y suis pas. Non, non. Moi, j'aime beaucoup certains sages qui disent, je pensais, je sais plus qui, un grand méditant qui parlait, qui disait, mais écoutez, vous croyez que moi je réagis pas? Et moi, je réagis comme tout le monde, je réagis tout le temps. Par contre, la différence, c'est que j'arrive ensuite à choisir comment j'ai envie de continuer. Donc, en fait, ne jamais croire que parce que je suis tout le temps en train, je sais pas, d'un coup j'ai des émotions hyper fortes, ça veut dire que je sais toujours pas faire, ou non, je veux dire, la réaction, tu es humain, en fait, on est tous humains. Par contre, c'est qu'est-ce que tu veux en faire après? C'est là où il y a du potentiel de changement. Ouais. Alors je suis partagé entre deux choses là. Encore rebondir et ramener le sujet sur lequel on a commencé, parce qu'en fait quand je t'ai parlé des 3 étapes que Ah j'ai oui. déterminées très aléatoirement, tu m'as dit qu'il y avait plein de choses qui se passaient pour toi, et notamment j'aurais aimé savoir si pour toi ça sonne juste le fait que la découverte de ton hypersensibilité et ou de ton haut potentiel a été une façon pour toi d'appartenir plus au monde, dans le sens où tu avais des semblables. Euh, ouais, d'ailleurs, en fait, je repense à ce que je pensais la dernière fois, et j'ai peut-être une métaphore qui, à un moment donné, pourrait t'intéresser, vu que tu en as apporté une, sur Je t'en quelles sont prie. pour moi les 3 étapes. Mais je reviendrai sur ça après. Déjà, je vais répondre à ta question, sinon je vais l'oublier après. euh,
clairement, on en revient à ce que je disais sur l'environnement. Je veux dire, je vais pas le cacher, quand je suis dans un environnement où il y a un écho à qui je suis, à des personnes qui vont ressentir les choses avec la même profondeur, que ce soit d'ailleurs au niveau professionnel ou personnel, où je sens que je peux y aller à fond dans mon fonctionnement, c'est le kiff. Enfin, c'est simple, hein. Et donc ça, c'est pour l'étape d'après. Et c'est clair que parce que là, je suis déjà aujourd'hui, mais si je repense à des étapes, tu as tout à fait raison que ressentir qu'il y a d'autres personnes qui ont le même fonctionnement, c'est hyper apaisant. En fait, je pense que c'est même une des premières ou dans les premières étapes qui permettent d'entrer en apaisement avec soi-même, en fait. C'est, ah, tiens, il y a une autre personne qui ressent comme moi. Ah, il y a une autre personne encore qui ressent comme moi. Ah, ben peut-être que c'est OK, en fait, pour moi d'être comme ça. Je trouve que c'est extrêmement fort pour moi dans l'intégration, justement, que ce soit l'hypersensibilité, du haut potentiel et toutes les autres caractéristiques qu'on peut avoir de la neurodiversité. Lorsqu'on a un écho à soi, ça permet de le valider pour soi. Ouais, c'est très important. Et puis quand j'ai commencé cette chaîne, aujourd'hui, je suis moins sur ce truc-là. Mais tu vois, on est activé et après, ça se désactive. Mais je me disais, le risque, c'est de rester coincé à cet endroit-là. Et c'est pour ça que j'ai rajouté l'étape 3 en me disant, mais c'est une formidable possibilité, en tout cas moi je le ressens comme ça, une formidable possibilité de s'autoriser à enfin appartenir à l'humanité, mais parce que dans un premier temps, contrairement à ton vécu, j'ai senti un décalage très net, très franc, très profond et très douloureux. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y avait autant d'importance pour moi à enfin adhérer à ce statut d'humain qui me faisait tellement chier, soyons honnêtes. Ouais. Ouais. Donc voilà. Mais si tu veux retourner sur ce que tu voulais rajouter, je t'en Ouais. prie. Et après, voilà, je sais pas ce sur quoi toi tu es à l'aise de partager, mais moi quand je t'entends, je pense plus à un fonctionnement THPI que HPI. Je sais pas si c'est quelque chose auquel tu es familiarisé. J'ai pas été creusé jusque-là. En fait, si tu veux, ça m'a D'accord. suffisamment éclairé ma lanterne pour que j'ai pas besoin de chercher plus loin. Et si on s'en tient au test que j'ai fait quand même, parce que c'est Ouais. la première chose que j'ai faite au Ouais. départ, et ben ça n'allait pas dans cette direction, non. D'accord, ok. À creuser. Je voulais te présenter du coup les trois étapes, en tout cas Ouais. que moi j'ai identifiées. Il y a évidemment des recoupements avec ce que tu disais tout à l'heure. Euh, J'aime bien prendre une image. C'est imagine, tu as une pièce de puzzle en fait dans les mains et d'un coup, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, peut-être que c'est actuellement, peut-être que c'était par le passé, c'est ah tiens, j'ai cette pièce de puzzle, mais est-ce que il y a marqué HPI dessus ou il y a marqué hypersensibilité ou TDA, autisme ou qu'est-ce que quel que soit le nom et imaginons le faire avec la HP comme ça va faire simple. Je dis mais est-ce que cette pièce-là, elle appartient à mon puzzle? Genre j'ai mon puzzle sous les yeux, c'est est-ce que je pose cette pièce dans mon puzzle? Et ça pour moi c'est la première étape, c'est la validation. C'est OK, est-ce que je suis concernée? Première étape. Et ensuite, la deuxième étape, et sachant que la validation, elle peut faire de 1000 façons. Enfin, je sais qu'on a beaucoup un discours sur le test de QI. Il y a plusieurs façons d'avancer. Et pour moi, c'est à nouveau, on en revient à qu'est-ce qui est en accord avec moi, quel est mon besoin. Ça peut être tant de... en fait, moi, ça me suffit. J'ai lu plusieurs choses dessus. Il y a un écho pour moi. Et en fait, je veux juste être accompagnée sur comment intégrer ces spécificités et j'ai pas forcément besoin d'un test officiel. Il y en a d'autres qui vont dire, si, moi j'ai besoin d'un test de QI, c'est vraiment ça. Je veux dire, il y a plusieurs façons juste pour ouvrir là-dessus. En tout cas, à un moment donné, il y a une étape qui est importante de, OK, est-ce que je le valide pour moi que je fonctionne comme ça? Et ensuite, une fois que donc j'ai toujours cette pièce de puzzle, je l'ai maintenant posée sur mon puzzle. Et dans la deuxième étape, c'est l'étape de l'intégration. Et là, tu as la pièce de puzzle et tu te dis, mais où est-ce que je la mets sur mon puzzle? Est-ce que c'est relié à ces pièces-là? Est-ce que c'est relié à cette pièce-là? Et dans cette phase-là, pour moi, et si je relis à ce que tu disais tout à l'heure, c'est, OK, est-ce que c'est quoi mon fonctionnement à moi? Alors ça, c'est le HPI. C'est quoi mon fonctionnement à moi? Est-ce que je suis plutôt comme ci, comme ça? Qu'est-ce qui est relié à mon HPI? Qu'est-ce qui n'y est pas relié? Ça, c'est une grosse question souvent qu'ont les personnes. Et c'est vraiment le moment où voilà, je m'approprie en fait mon HPI et je comprends mieux mon fonctionnement à moi. Au-delà de juste j'ai validé, j'appartiens à cette
catégorie où j'appartiens, j'ai cette étiquette, mais je commence à la personnaliser pour moi. Et ensuite, une fois que j'ai posé la pièce de puzzle, finalement, j'ai trouvé peut-être le meilleur endroit où la mettre sur mon puzzle. La troisième étape, c'est celle en tout cas que j'appelle de l'alignement. Et c'est un peu qu'est-ce que je fais après avec, dont tu parlais. Et c'est, mais tiens, maintenant j'ai posé ma pièce de puzzle, c'est bon, elle appartient à mon puzzle, ça c'est bien moi. J'ai compris comment ça s'exprimait chez moi, cette pièce-là. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin de faire bouger d'autres pièces de puzzle autour? Et certaines personnes, le HPI va arriver à un moment où ils sont relativement alignés, ou en tout cas ils sont relativement en paix ou épanouis dans leur vie. Et donc, le puzzle va peut-être pas changer tant que ça. C'est pour ça que certaines personnes disent, oh, ça va pas changer ma vie, forcément. Et puis, il y a d'autres personnes, je pense notamment une personne que j'avais interviewée, mais tout son puzzle a été changé. C'est vraiment, elle a tout remis en question, changé toute sa vie. Ça a été vraiment, waouh, j'étais tellement pas en accord avec qui je suis et j'étais tellement pas dans la reconnaissance de qui je suis que je transforme toute ma vie. Et c'est là où, je pose la troisième, j'ai posé cette pièce de puzzle et tiens, je vais peut-être changer les pièces autour, en fait, pour que je me retrouve dans mon puzzle. Je sais pas ce que tu en penses. J'en pense que c'est une image qui risque de parler à beaucoup de gens et moi ça m'a fait naître une autre image. On va faire un combat d'images, ça va être sympa. Non, moi si tu veux quand j'ai appris, je me suis même pas posé la question. Pour moi la seule réponse, j'étais pas très renseigné et donc c'est tombé comme un piano du troisième étage sur ma tête, tu vois. Et j'étais loin d'imaginer que c'était possible que ça me concerne. Et donc, du coup, il y a eu un ascenseur émotionnel très violent entre c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça. Et je me suis effondré en pleurs, ce qui m'arrive pas du tout dans la vie. Et comme je me suis retrouvé vraiment transpercé par une émotion très forte, et après cet ascenseur émotionnel a commencé à faire et j'ai dit il faut un test, il faut un arbitre extérieur là, ça devient n'importe quoi. Et pour te dire l'image qui me venait, en fait, si tu veux, c'est comme si le fait de découvrir cette pièce de puzzle, de la mettre sur mon puzzle, c'est pas que mon puzzle il a bougé, c'est qu'en fait c'est comme s'il y avait un paysage à l'envers qui est poussé dans la terre, si tu veux. Et ben là, ça a fait sortir le truc. Ouais. Pour moi, l'image, c'est ça. C'est pop-up, quoi, un peu. Ouais. Et donc, c'était le fait de sentir l'oxygène dans les feuilles des arbres, c'était le fait de sentir les racines dans la terre, alors que en fait, il y avait des racines qui poussaient dans l'air, là, comme ça, et il y avait des feuilles qui arrivaient pas à se déployer dans la terre, quoi, et c'était vraiment planté à l'envers, cette histoire. Ouais. Donc, c'est l'image qui me vient. Puis, c'est la première fois qu'elle me traverse aussi, et je te remercie parce que je l'aime bien, celle-ci. Ouais. Je repensais voilà. après un autre élément, mais peut-être je le garde pour plus tard. Je sais pas si je veux. Comme tu veux, vraiment suis tes élans. Tu vois, hein, vraiment, on n'est pas bridé par ni le temps qu'on a, ni par les élans qu'on peut avoir. Allons-y. Hein. Mais et peut-être apporter une petite nuance, surtout quand je t'entends, je sais que dans notre société, on valorise beaucoup le changement extérieur. Je vais expliciter ce que je veux dire par extérieur. C'est un peu, je sais pas, tu fais le métier de tes rêves. Je sais pas, t'as ton compagnon ou ta compagne dont tu es rêvé, t'as ta maison. Enfin, ça, c'est un peu le changement, qu'on promeut et qui est signe de changement réel. Sauf que cette troisième étape de l'alignement, ça peut être aussi un processus très interne. D'ailleurs, en général, je dirais, il y a au moins ça. Parfois, interne, externe, mais ça, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, quand je t'entendais, je pensais à ça aussi. Ça vient faire bouger, ce rapport à soi, ce regard sur soi, et évidemment après sur le monde. Mais c'est quelque chose qui vient chambouler à l'intérieur. Enfin, en tout cas, dans le processus, j'essaie de réfléchir. Enfin, moi, je sais ce que j'ai vécu, ce chamboulement-là à l'intérieur. Beaucoup de personnes quand même le décrivent. Est-ce que c'est systématique? Faudrait faire une étude pour que je puisse affirmer ça, mais ça fait bouger des choses à l'intérieur, clairement. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Soit des personnes que j'interviewe ou des personnes que j'accompagne. Ça vient secouer à l'intérieur. Oui, il y a la possibilité, en tout cas, que ça vienne, nous taper très fort, ou alors juste nous accompagner et nous mettre une petite pouce dans le dos gentille. Là, pour le coup, aussi, l'autre image qui me venait, si tu veux, c'est que
Aujourd'hui, je pense sur cette chaîne, ça fait partie de mon autorisation à rayonner. Je veux dire, même si c'est tout petit dans l'océan de YouTube, je m'autorise à rayonner. En fait, le rayonnement que vous percevez, alors vous le percevez ou pas d'ailleurs, parce que ça vous appartient de voir si c'est crédible ou pas pour vous dans votre perception. Mais en fait, j'avais ce rayonnement-là à l'envers aussi. C'est un peu ça. Je rayonnais à l'intérieur et donc je me cramais d'une certaine manière. J'osais pas les sortir mes rayons, donc il y avait vraiment un phénomène d'autocombustion qui était très fort en fait. Et là aujourd'hui, bah il y a plus de place à l'intérieur puisqu'il n'y a pas les rayons qui viennent attaquer le cœur, le ventre et la tête en même temps quoi. Tu peux en dire plus de ça parce que je trouve que c'est intéressant. Enfin, je l'ai jamais entendu dit comme ça. C'est quoi exactement quand tu dis tu te crames de l'intérieur parce que tu contiens? C'est quoi Oui, je qui- contiens, je ne l'éclaire pas de cette façon, c'est-à-dire que dans ma perception, je suis plutôt quelqu'un qui justement dysfonctionne et qui donc du coup n'est pas appelé à être bienvenu dans le monde. Mon problème depuis le départ, c'est d'appartenir à ce monde et de me sentir à la fois trop bien pour lui et pas assez bien. Et c'est surtout pas assez bien qui résonne beaucoup. J'ai rencontré le trop bien plus tard. Dans un premier temps, j'étais persuadé d'être pas assez bien pour le monde. Mais ensuite, il y a l'autre versant, puisque de toute façon, dans ma perception, les choses sont symétriques. C'est pour ça que je te parle de rayons en dedans et en dehors. C'est Ouais. des histoires de... j'ai l'impression que, comme c'est symétrique pour moi, en tout cas, l'axe de symétrie me revient vraiment beaucoup, alors que je suis vraiment pas mathématicien pour un sou. Mais j'ai cette sensation que la force avec laquelle on peut aller creuser, c'est la même force qu'on aurait à sauter. On a la même détente dans un sens que dans l'autre. Ce qui fait qu'on a une envergure émotionnelle et une envergure identitaire beaucoup plus large quand on s'autorise à être des deux côtés. Et aujourd'hui, j'ai juste rendu possible le fait de le faire de l'autre côté. Mais ça veut pas dire que ma capacité à creuser a bougé. Ça veut juste dire que j'habite les deux endroits. J'adore. C'est génial. Je pense que ça va plaire à plein de gens d'entendre ça. C'est à nouveau tu parles du spectre ou de la. C'est ça. Tu te laisses aller dans les, j'allais dire extrêmes. Je sais pas si c'est le terme qui te parlerait, mais c'est souvent un terme que j'entends. Euh, c'est ça. Tu y vas dans les deux aspects. Et enfin, je sens que tu vas rebondir, mais sinon j'allais reparler d'autre chose. Non, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Ouais, Parce que évidemment, c'est inépuisable, donc, mais je t'en prie, ouais, c'est toi qui es invité, là, c'est un peu moi qui ai ouais, pris le... ouais, mais c'est trop facile pour moi de rentrer dans les questions. Bah, tu m'inviteras si t'as l'élan, moi je viendrai avec Ouais, plaisir. avec grand plaisir. Et en Cool. fait, par exemple, je donne un exemple, je trouve que c'est toujours bien quand on a des éléments concrets. Euh, Quand on parle des émotions, souvent les personnes disent ah ben non mais l'hypersensibilité, voilà, on va dire c'est ben tiens je vis toutes ces émotions désagréables intensément et en fait elles connectent finalement à ce que tu disais, c'est de creuser. Elles vont potentiellement dans plutôt voilà la partie qui est difficile pour elles, alors qu'en fait non, en tout cas un rapport qui est sain à ces émotions, c'est de pouvoir justement aller dans les deux espaces, exactement comme tu disais. Donc j'avais juste ça qui me revenait en lien avec ton exemple. Ouais. Hmm. Bah, du coup, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais je te partage ça pour aller vraiment au bout de l'image. C'est qu'en fait, si tu veux, j'avais parlé d'envergure émotionnelle dans le sens où il y avait ce truc de creuser à -1000 et cette possibilité mathématique d'aller à +1000. Et quand on passe de -1000 à +1000, déjà, il y a 2000 de dénivelé, donc c'est pas la même chose que de partir de zéro. Et en plus de ça, on a tendance à n'habiter que ce qui concerne les extrêmes, justement, dans un premier temps. C'est pour ça que pour moi, l'étape 3, c'est d'investir le centre qui appartient aux gens lambda, à ce que certains appellent les normaux-pensants, puisqu'ils ont une amplitude plus faible pour moi. Ouais. Mais c'est pas une histoire de... Enfin voilà, c'est juste... c'est ce que je constate. En tout cas, ils s'autorisent peut-être moins de largeur, tout simplement. Et ils aiment habiter cet espace qui du coup, vu que nous on se sent en décalage, on n'ose pas habiter, on se dit bah c'est pour eux, donc on se reconnaît plus facilement dans les trucs qui sont externes à ce truc-là. Et ce qui fait que dans l'étape 3, moi je mets l'investissement et l'espèce d'acclimatation au fait de savourer et de goûter de plus en plus précisément les endroits aussi qui font partie de la zone grise de départ. Et un truc comme ça. Ouais, j'adore l'exemple que tu donnes et à nouveau, je trouve ça le rend très à nouveau palpable et concret de ah ben il y a 2000 de différence quoi. Du coup, euh,
c'est pas rien, quoi. C'est normal qu'on le sente passer potentiellement aussi. Et Ouais, c'est ça. je trouve ça intéressant aussi. Et je pense que c'est un des challenges aussi d'ailleurs du fonctionnement HP. De ok, comme tu dis, il y a cet espace de peut-être du milieu davantage. Ah ben en fait, je vais donner un exemple. La vie est vraiment intéressante que quand je la vis dans son intensité, agréable ou désagréable. Un peu voilà, cette recherche j'ai besoin de ressentir cette intensité, etc. Et que je comprends et que je pense qu'on a besoin. Et en même temps, c'est, ah ok, est-ce que je peux être en paix et ok dans cet espace, peut-être c'est ça, de plus grande neutralité. C'est le terme qui me vient de neutralité, j'ai du mal à le formuler, mais c'est pas, je sais pas, 3000% dans un sens ou 3000% dans l'autre, quoi. Comment je peux trouver être ok dans cet espace-là aussi? Ouais, ouais, bah, il y a ça, il y a des zones à conquérir de toute façon. Et idéalement, justement, quand on est chahuté un peu trop fortement par nos émotions et les intensités qu'elles nous font ressentir, et le fait de plus pouvoir lutter contre elles, on va se retrouver dans un souhait, comme on peut dire à des moments, j'aimerais bien être un peu plus con, histoire d'être adapté au monde qui m'entoure un peu plus facilement. J'entends ce truc-là, j'ai pu me le dire à des moments. En fait, quand on en a vraiment marre, quoi, quand on a envie de jeter l'éponge, on dit mais j'aimerais bien débrancher ma tête et puis ça y est, je rentre dans le rang et puis c'est fini quoi. On n'en parle plus et il y a ce truc là et ben de la même manière on peut être tenté euh, euh, en fait à l'opposé du coup on peut être tenté de vouloir acquérir une certaine neutralité émotionnelle pour plus que ça nous embête. Et donc du coup aller flirter avec cette zone grise. Mais idéalement, ce qu'on aimerait, c'est que ça corresponde aussi à notre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'en fait, cette zone grise, elle se situe là, à plus 1000, et ça nous laisse tranquille, et que ça fasse plus de variations, et qu'on soit à plus 1000, et puis point barre. Ouais, Là, donc on fait un mix entre le calme qu'on peut ressentir quand on se cale sur le groupe de façon complètement sacrificielle, d'une certaine façon. Donc se laisser porter par les choses telles qu'elles doivent être faites, et puis bah voilà, il y a il y a un certain confort à ça. Euh, et le fait de mettre ça dans le même principe que ce qu'on a l'habitude de vivre, c'est-à-dire des choses intenses. Et donc de dire, bah moi, ma zone grise, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit là. Mais c'est bon, c'est un peu prétentieux et c'est un peu difficile de se maintenir à ouais, ce niveau-là de joie. Je sais pas si je complètement. garderai ça, mais j'avais envie de te le partager. Mais ça me fait penser à ce que je partageais avant d'être ok avec le fait qu'il y a le haut et le bas. Et je pense quand tu parles de neutralité, comme tu dis, le risque, ça serait d'être dans la déconnexion. Parce que je pense qu'il y a des personnes pour qui la neutralité, c'est je suis déconnectée de mes émotions. Et c'est typiquement ce moment où euh, moi je trouve que c'est hyper clair quand les personnes viennent à moi et disent ah ben je suis perdue, je ressens plus grand chose ou j'ai plus cette vitalité, cette énergie, cet élan. Et en général c'est parce qu'elles ont déconnecté des émotions désagréables, mais quand je déconnecte des émotions désagréables, je déconnecte aussi des émotions agréables. Et en fait, si on veut avoir cet élan vital et finalement pouvoir vivre la joie et tout ce que tout le monde désire, le bonheur, bah, il faut qu'on soit en capacité aussi de vivre finalement ce qui est désagréable, parce que les deux viennent, c'est un package, quoi. On peut pas choisir. Tout à fait. Mais il y a un Ouais. truc qui me vient. Alors, je suis désolé, on fait que des rebonds. Mais en même temps, c'est qu'on s'amuse bien. C'est ça, et tant que tout Euh, le monde suit, j'espère. Ouais, 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 bah écoute, c'est le sport de ceux qui regardent cette chaîne, hein, c'est de suivre ce qui vient. Et en même temps, bah, comme on est à un endroit où c'est joyeux pour toi et pour moi, j'ai l'impression que ça peut que bien se passer. Et si ça vous saoule, surtout, vous infligez pas ça, hein. Du coup, j'étais avec cette information. Je me disais, je repense en fait à des expériences que j'ai pu avoir par le passé où j'étais avec, je pense notamment à une compagne que j'ai eue qui prenait des antidépresseurs et les antidépresseurs, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas en prendre, faites comme bon vous semble, mais par contre, ça empêche la jouissance sexuelle, Hmm. ça la stoppe.
C'est-à-dire Ouais, que pour ne pas sentir les choses désagréables, c'est ce que tu viens de dire, concrètement, ouais, le médicament qu'on prend alors en tout cas pour cette personne, après je sais pas, il y a peut-être des démentis, il y a peut-être des personnes qui arrivent à accéder à la jouissance malgré la médicamentation, mais j'ai l'impression, parce que j'ai posé la question autour de moi à ce moment-là, je suis tombé que sur des personnes qui m'ont confirmé ce truc-là, et j'ai trouvé ça saisissant. Je me suis dit c'est fou. ouais, ouais, Et je crois que c'est une mais information dont on parle pas beaucoup en vrai. J'ai jamais entendu ça ouais. moi sur une chaîne YouTube en tout cas. Non, moi non plus. Après, c'est vrai que de manière générale, en plus, la sexualité, c'est quand même un sujet dont peu de personnes parlent. Et donc, ouais, c'est intéressant. En tout cas, c'est après, bon, voilà, n'étant pas médecin, je m'aventurerai pas sur des commentaires sur tout ce que tu as dit, mais ça illustre en tout cas cette notion de, bah tiens, je me coupe je me coupe de Ouais. tout et potentiellement de ce que j'aurais pourtant voulu avoir aussi, quoi. Hmm. Mais moi je suis médecin du coup je peux me permettre. C'est ça. Vas-y, Non, je te non, je laisse la me lecture. permets parce que c'est du vécu en fait. Ouais, bien Tout à sûr. l'heure, c'est intéressant parce que tout à l'heure, évidemment, avec beaucoup de délicatesse, tu prenais soin des personnes qui auraient pu se sentir offusquées par tes propos. Moi, je vais faire la même chose, mais en disant, c'est du subjectif, donc ça peut tout à fait être remis en question par une autre subjectivité qui n'a pas le même vécu et ne pas être intéressant pour un subjectif qui n'a pas vécu ça et qui veut pas l'entendre. Donc, encore une fois, on est libre de prendre ou de pas prendre, et là, c'est pas des expertises scientifiques dont il est question, mais c'est plutôt des choses qui, en dehors de ces expertises scientifiques, sont quand même des réalités subjectives vécues, puisque bah, je peux en témoigner, je l'ai vécu ça. Ouais, Euh, complètement. voilà. En Ouais. étant la personne en face qui se sent un petit peu démunie face à cette nouveauté. Ouais, Et voilà quoi. ouais. Je me demandais, d'ailleurs, parce que c'est le moment de te poser cette question après ce sujet embarrassant, comment tu te sens là? Comment Qu'est-ce je qui se me passe pour toi et est-ce qu'il y a plusieurs voix? Euh, alors, attends, il faut que je revienne à comment je me sens. En fait, je dirais, j'ai à la fois la partie mentale où du coup ça me fait connecter à d'autres choses quand je t'entends et j'essaie quand même de ramener mon esprit à ce qu'on est en train de dire pour être sûr d'être clair, sensé, de pas te faire répéter. Donc j'ai cette partie-là que voilà, j'essaie de ramener, qui me donne un petit effort quand même pour être bien présente. Et après, je sais, oh là là. En fait, à partir du moment où on en parle, j'ai presque l'impression qu'il y en a qui partent se cacher. Ah, c'est intéressant ça. C'est Ouais. intéressant. C'est comme si du coup, C'est leur j'ai droit. plus accès. Et en plus, euh, ouais, et c'est peut-être intéressant aussi pour certaines personnes qui vivraient la même chose de l'entendre. Parfois, quand on me pose une question et que j'ai pas accès directement à la réponse, j'ai mon cerveau qui se paralyse et, euh, et là j'ai l'émotionnel qui prend le dessus et je sais plus, j'ai plus accès à rien. Je le partage parce que c'est parfois des choses que j'entends aussi de personnes que j'accompagne et qui me disent ah mais c'est le moment où je suis bête, je sais plus quoi répondre et là qui se jugent sur ce moment-là. Or en fait c'est juste que l'émotionnel est rentré dans le jeu et après chacun a ses propres mécaniques mais tu vois là d'un coup j'étais là face à ta question et j'étais là ok que quoi. Donc j'aime bien aussi partager un peu ce Ah, que tu disais tout à l'heure là, ce qui se passe aussi pour moi là, dans la vulnérabilité de ah ben tiens d'un coup il y a cette mécanique qui rentre en jeu quoi. ouais, c'est Qui est, super de tomber ouais, là-dessus. ouais, qui est challengeante hein. Enfin moi je le dis par exemple, là, tu viens me poser des questions. Évidemment, j'ai envie d'apporter quelque chose, d'être pertinente, etc. Et en fait, être OK, et ça veut pas dire que, voilà, soit je suis bête ou que je suis incapable. Mais non, c'est juste, tiens, dans cette mécanique-là, il y a ça qui est entré en jeu et je peux le partager, être OK avec. Voilà. Hmm. Donc, voilà. Bah merci pour ce partage et puis c'est très parlant les voix qui vont se planquer parce qu'elles veulent pas qu'on tombe dessus, c'est très drôle. C'est vraiment drôle ce truc-là. Non, et en plus, tu sais, je pensais à un autre truc. Bon, alors là, c'est vraiment du détail, mais où j'analyse, ouais, évidemment, tu es en train de vivre l'entretien, tu es en train de réfléchir et te vois en train de faire l'entretien. Et un truc tout bête, mais par exemple, tu vois, le phénomène, je pensais au phénomène de mimétisme, euh, où, tu vois, toi, quand tu parles, alors je sais pas si c'est l'habitude de faire des entretiens, mais tu bouges pas énormément. Alors que moi, j'aurais tendance à bouger tout mon corps, toutes mes mains, et je vois comment mon corps essaie de se caler aussi pour rentrer dans le cadre, là, très précisément juste de la caméra.
et comment je me dis, ah tiens, c'est drôle, comment je mime sans le vouloir. Voilà, c'est ce genre de pensée aussi qui me traverse en même temps l'esprit, tu vois. Ouais, 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 bah oui, je comprends. Et en même temps, comme je te disais juste précédemment, bah moi, mon corps, je suis en train de le conquérir d'une certaine façon, en tout cas de conquérir la communication fluide avec lui. Donc, n'être qu'une tête, c'est pas difficile pour moi. Et étant donné le dispositif avec les éclairages et tout ça, je suis appelé à être statique dans Ouais, cette forme d'interview. Mais ouais. par ailleurs, on en a d'autres où justement quand les gens peuvent être présents. Là, je sais pas, pour les gens qui nous suivent, t'es à Boston, donc c'est difficile Ouais, tout à fait. d'être dans le même endroit et de marcher en même temps qu'on échange, mais c'est possible sur d'autres formats qu'on est en train de faire avec Gaëtan, où bah, on essaye d'investir ça d'une nouvelle façon. Cette façon-là, elle est assez statique, c'est vrai, et donc du coup, pour avoir un rendu assez propre, bah, c'est pas détourner le statique, c'est plutôt l'appuyer d'une certaine Mm, façon pour être sur quelque chose d'agréable visuellement et pas mm, pixelisé et tout le tralala, quoi. complètement. Donc, mais désolé pour ton corps, il ira faire du surf juste après s'il peut. C'est ça. Je vais en revenir un petit peu à ton travail. Tu as mis au point un programme qui est intitulé Pour te réaliser, transforme ton scénario. Et j'imagine que tu accordes donc une importance particulière au récit. Et j'avais envie de parler un peu avec toi de la force, de la place que tient pour toi le récit dans l'expérience de vie qu'un humain peut faire. Comment tu pourrais nous expliquer ça avec tes mots? Je suis impressionnée par la façon dont tu me l'éclaires d'une nouvelle façon. C'est drôle parce que le récit, l'histoire des personnes, c'est quelque chose qui me passionne, honnêtement. C'est bon, j'imagine que toi aussi, sinon tu n'interviewerais pas des personnes sur leur histoire. Et pour moi, c'est vraiment une des choses les plus intéressantes. C'est ok, c'est quoi ton histoire? Comment t'as pensé? Comment tu as rebondi? Comment t'as vécu les choses? En fait, faire l'expérience de l'intériorité de quelqu'un, c'est à la fois passionnant, inspirant, touchant. Pour moi, ça touche à plein de choses. Évidemment, c'est pour ça que je fais ce métier, parce que c'est ce qu'on va explorer finalement aussi en accompagnement. Et je pense j'ai toujours eu cette passion pour les histoires. Par exemple, moi, c'était typiquement avant que je sois aussi connectée sur Internet, j'écoutais beaucoup la radio et dès qu'il s'agissait d'interviews de personnes, bon, j'aime beaucoup les artistes, même parce que ils ont, enfin, sur leur rapport, en tout cas aussi à eux-mêmes, à leur histoire, et entendre des artistes, quand je dis ça de manière large, entendre des écrivains, des réalisateurs, etc., partager leur processus de pensée, pour moi, c'est une des choses que j'aime le plus. Et en fait, quand j'ai découvert, pour moi, ça a été le coaching, je me suis rendu compte, mais en fait, tu te racontes une histoire, mais tu savais pas, en tout cas jusqu'alors, que tu pouvais la challenger et qu'elle n'était pas forcément vraie. Et c'est là où intervient cet accompagnement que je fais pour te réaliser, transforme ton scénario. En fait, on a toujours un scénario dans la tête, tous, tout le temps, on pense tout le temps, et on a toujours une façon d'aborder les choses et de penser les choses, sauf que parfois elle nous sert, parfois elle nous dessert. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, voilà, pour moi personnellement, je me suis rendu compte, on peut challenger ce récit-là et il y a plein de bienfaits quand ça nous dessert. Et donc c'est vraiment dans cette logique-là, et aussi l'idée de scénario, je trouve, je veux dire je trouve même métaphoriquement, on peut énormément l'explorer. C'est ok, tiens, tu te rends compte que c'est toi la personne qui écrit l'histoire. Ok, à partir du moment où tu t'en rends compte, peut-être que tu peux écrire l'histoire différemment. Et en plus, je trouve qu'on peut faire plein d'images et de métaphores sur, ah tiens, est-ce que tu es l'acteur sur la scène? Est-ce que tu es derrière la caméra en train de regarder? Et quand tu te mets, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, à nouveau pour donner un peu des étapes, c'est on est acteur dans la vie, mais peut-être sans se rendre compte qu'on est en train de jouer un rôle. Donc, d'ailleurs que je sois sur un écran de cinéma ou sur une scène d'un théâtre, et d'un coup, quand je me rends compte, mais finalement, en fait, je suis acteur, donc j'ai potentiellement la possibilité de jouer un autre rôle, si ça m'aiderait davantage, si ça me plairait davantage. Et, d'accord, je peux jouer un autre rôle, tiens. Ensuite, je peux aussi être spectateur, donc hop, je m'assois, et ça, c'est quelque chose que font quand même, je dirais, voilà, souvent, les personnes HP vont s'observer elles-mêmes, et souvent vont s'observer, si ça n'a pas été travaillé, en tout cas potentiellement de manière critique, et c'est, ok, si j'étais un spectateur juste curieux qui s'assoit là, dans la salle de cinéma ou dans la salle de théâtre, et je me regarde en train de jouer, ok, est-ce que ça me va en fait? Qu'est-ce que je perçois de comment je me sens?
Et ensuite, hop, je vais encore un pas plus loin et je me mets... enfin, il y a tellement d'images, je peux être dans la salle de projection. Ok, ça c'est une projection là que je suis en train de voir. Quelle projection je suis en train de faire sur la situation? Est-ce que je peux projeter autre chose? Et ensuite, si je reviens toujours plus à l'origine, à la source. Bah tiens, c'est celui qui a écrit le texte. Et si je commençais à écrire autre chose? Et en fait, c'est le pouvoir pour moi, à partir du moment où tu changes juste ton regard déjà, où tu commences à voir qu'il peut y avoir une autre perspective. Tu es en train de t'ouvrir une porte. Au lieu d'être dans un tunnel, d'un coup tu te rends compte, peut-être qu'il y a une fenêtre, il y a peut-être une autre porte, je peux peut-être sortir ici. Et enfin, c'est tellement central pour moi dans le fait de transformer sa vie. C'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête et comment je change ce qui se passe dans ma tête pour l'aligner avec ce que je veux, en fait. Oh ouais. C'est très parlant et c'est très chouette qu'on aborde ça. Il y a vraiment tout un tas de choses là qui me viennent mais je vais les taire pour te poser la prochaine question. Euh, Est-ce que tu penses que l'humain, c'est une machine à croire finalement? Hmm. Ouf, ça c'est une grosse question. Je te dirais, en plus ça m'interroge même sur qu'est-ce qui se passe si on ne croit pas? Tu vois, enfin, j'ai l'impression qu'on a tous besoin de croire en quelque chose. En tout cas, quand on croit en plus rien, en général, c'est là où on est dans une zone rouge, difficile. Et donc, je pense qu'on a tous besoin de ça. Et après, la question c'est, on en revient à cette histoire de récit, mais qu'est-ce que je suis en train de croire, vrai? Est-ce que ça vient me soutenir? Est-ce que ça vient me détruire potentiellement? Et ça touche aussi, tu vois, si je refais le lien avec le fonctionnement HP et ce dont on parle énormément, cette notion de j'ai besoin de sens en fait dans ce que je fais. J'ai besoin de mettre du sens et parce que, enfin, en tout cas, je l'ai peut-être pas explicité, mais pour moi, c'est en lien direct justement. Qu'est-ce que je suis en train de croire et qu'est-ce que je suis en train de donner comme sens? C'est un peu enfin voilà, la nécessité d'apposer du sens pour pouvoir faire, quoi, comme quelque chose de viscéral et central. Donc, je réfléchis en même temps que je parle. Hein, comment ça serait pour une personne qui est neurotypique? Et vu que tu as interviewé aussi Carlos Tinoco, j'aime beaucoup moi la façon dont lui il a présenté comment il explique qu'en fait une personne neurotypique elle va adhérer au discours collectif et ça va être ok, et ça va être la croyance qu'elle va adopter et pour elle ça va être bon. Alors que pour une personne HP, ça va être ok. Je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Ok, ça me suffit. Non, j'ai besoin de ça. Et comment elle va se réapproprier constamment finalement ce qui se passe, ce qu'elle entend, et cette mécanique de toujours produire son propre sens et aussi les challenger, avancer. Enfin, c'est vraiment un processus permanent pour moi voilà, qu'est-ce que je suis en train de croire vrai? Qu'est-ce que je fais de ce qui m'a été donné? Comment je réagence? Un peu toujours, voilà, un peu comme le puzzle d'ailleurs, on réagence les choses. Donc je suis partie un peu ailleurs avec ma réponse à ta question, mais Non, pas ouais. du tout. Et puis c'est ta réponse, elle me va très bien. J'avais juste un truc qui me venait et qui voulait même passer par-dessus en disant, mais ne croire en rien, c'est croire qu'on croit en rien. Mm. Du coup, game over, je veux dire. Ouais. En fait, si tu veux, j'ai tendance, moi, à penser que notre attention, c'est notre super pouvoir, mais comme on l'a en continu, on s'en rend même pas compte. C'est comme respirer, c'est un super pouvoir, parce que si on arrête, évidemment, on meurt. Mais comme on le fait de façon automatique, on a tendance à plus s'en rendre compte. Et donc, il y a plein de gens qui vont réapprendre à respirer d'une certaine façon pour apporter d'autres choses à leur organisme. De la même manière, en fait, apporter un petit peu de conscience sur là où on porte son attention. C'est pour moi, je dis en fait, c'est l'attention là où on la porte, on va densifier le réel. C'est un peu comme ça que je l'utilise, ce J'adore. truc-là. Et en disant, ça devient plus solide puisqu'il y a une autre personne qui est en train d'y croire.
Ouais. qui est en train de le regarder, de l'observer, ce truc-là. Donc si on est tous en train de parler d'un attentat, eh ben, on est tous en train de renforcer le fait qu'il existe. Alors que si jamais il y avait la même chose qui se passait dans une autre ville, on nous en parlerait pas, il existerait moins. Et c'est bizarre parce il y a toujours eu une explosion, il y a toujours eu des morts, mais tout dépend où il se passe. Il va pas avoir le même relais médiatique et donc il va pas avoir la même densité, il va pas avoir la même importance et les mêmes répercussions. Mm. Puisque si ça fait peur à 2 millions de personnes, c'est pas pareil que ça fait peur à 6 milliards. Ouais. Et ça n'a pas les mêmes répercussions derrière sur les comportements et sur les décisions qui sont prises pour faire des vigipirates, des machins, des trucs. Et donc en fait, il y a vraiment ce truc-là de l'attention qui est en continu notre super pouvoir et que vu qu'on n'en a pas conscience, en fait, on peut, dans cette inconscience, gaspiller ce super pouvoir et ne pas avoir conscience de ce que ça occasionne, c'est-à-dire densifier le réel. Donc, en gros, ce que je me dis, depuis que j'ai compris ça comme ça, déjà, ça m'a fait du bien de le comprendre comme ça. Et ensuite, je me suis dit, bah, c'est à moi de choisir ce que je densifie. Du coup, Complètement. J'aime c'est... énormément ta façon de me présenter, de densifier le réel. Et je crois que pour moi, comme tu l'as formulé d'une autre façon, ça a été un changement quand j'ai su que l'observateur a un impact sur la chose observée. Enfin, et enfin, je sais que des scientifiques l'exprimeraient encore mieux, mais pour moi, c'est waouh, c'est dingue. Je trouve que et après tu peux partir dans des pleins. Enfin, pour moi, c'est un champ immense en fait de ok, quel impact. Enfin, c'est une grosse question que j'adore, c'est que j'adore explorer de quel impact j'ai sur la réalité. Combien je peux venir challenger ce qui va se produire aussi et combien, tiens, ma façon d'aborder les choses, elle va produire quel résultat et si j'aborde les choses différemment, qu'est-ce qui va se passer euh, pour moi, enfin, c'est des sujets en tout cas qui me passionnent. Ok, la réalité visible, tangible, évidemment, c'est celle à laquelle on a tous accès le plus facilement. C'est tiens, devant moi, il y a un ordinateur, un téléphone pour les personnes qui regardent ou je ne sais pas quoi. Ça, ok. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'invisible, de l'intangible. Et je veux dire, enfin, voilà, quelle est la réalité, comment je peux impacter la réalité. Je trouve que c'est pour moi un des champs d'évolution aussi, de transformation de la société, comme tu dis. Pour te donner l'autre version aussi positive, comme tu dis, voilà, quand il y a un attentat, voilà, imaginons il y a 1 million de personnes qui ont peur ou 6 milliards et la différence. Euh, Clairement, par exemple, là, si on rentre au niveau des émotions et de enfin, souvent on parle de vibration ou de fréquence, mais en fait, si on simplifie pour les personnes qui se retrouvent peut-être pas dans ces mots-là, c'est très simplement quel est l'état général de la planète, des gens des êtres humains sur cette planète. C'est ok, ils sont dans la peur, dans le stress, c'est pas la même chose que dans un état de calme et d'apaisement. Et si je disais, je voulais prendre le versant positif, moi, je trouve ça intéressant comment tiens, si tout le monde, enfin tout le monde, un certain nombre de personnes, il y a des expériences qui ont été faites en termes de méditation, si un certain nombre de personnes se mettent ensemble et suivent un process de méditation et se concentrent sur le fait d'envoyer d'être sur une énergie positive ou voilà, vraiment dans la logique plus je suis pas voilà, aux prises de ma peur, mais l'inverse, un peu, je me concentre sur quelque chose de positif et quel impact ça a. Et ça, aujourd'hui, j'aurais du mal à en parler, mais je sais pour le lire et m'informer qu'on commence à être de plus en plus en mesure au niveau scientifique à aller prouver en fait quel impact ça a et qu'est-ce qu'on peut faire rien qu'avec le pouvoir de finalement notre mental et notre état interne, quoi, tant émotionnel que mental. Enfin, pour moi, c'est fascinant en tout cas comme sujet. Ouais, carrément, bah, on peut que tomber dans une certaine ignorance et poser du récit sur cette ignorance pour quand même lui donner du sens, histoire d'agir un peu, quoi, parce que sinon on est juste sidéré et on est en vertige à cet endroit-là où on est juste ignorant. Donc, bah, il y a des bribes qui font du sens et qui, quand elles rentrent dans notre grille de lecture, font des étincelles. Et à cet endroit-là, moi, j'ai plutôt tendance à y aller en me disant, je sais que je sais rien du tout, mais par contre, là, c'est rigolo. Et comme c'est rigolo, j'y vais. Carrément. Euh, Ma prochaine question pour toi, c'est en fait déjà j'avais une question, je me suis dit ah ouais, je me suis relu, je me suis dit bon d'accord. Alors t'as le droit de me dire c'est une question un peu bizarre, c'est comment faire bouger son récit en profondeur et est-ce que pour toi c'est forcément du sur-mesure dont il s'agit dans ces cas-là? Mm. Je réfléchis en même temps pour te répondre. En plus, alors, je vais donner plusieurs éléments. Je pense qu'il y a des éléments où ça peut bouger à un niveau
non personnalisé quand finalement on se retrouve sur des récits similaires. En fait, ça fonctionne, le non personnalisé, quand on a des récits similaires. Imaginons 3 personnes, un groupe, se retrouve autour de la problématique, je sais pas, je manque d'estime de moi, et finalement on peut les accompagner en groupe en les aidant à développer une bonne estime d'elles-mêmes. Si elles ont vraiment les mêmes tenants, finalement ça va pouvoir bouger leur récit en même temps que le groupe, et ça va être fort en plus parce que quand on change et qu'on est à la fois pas observé, c'est pas le bon verbe, mais vu et entendu dans ce changement-là, ça ancre le changement d'une façon hyper intéressante parce que j'accompagne aussi des groupes, donc je vois ça. Donc c'est là où je dirais que le non personnalisé peut fonctionner parce que y a une similarité en fait. Après, en fait, ce que tu poses comme question, moi, ce que j'entends d'autre comme question, c'est combien ce qui nous concerne est propre vraiment qu'à nous, et combien on partage peut-être les mêmes histoires, les mêmes souffrances, les mêmes récits en fait. Et donc, ça questionne. En tout cas, j'entends ça aussi en question. Et pour moi, de l'expérience d'accompagner les personnes, je trouve qu'il y a quand même à un moment donné vraiment une nécessité d'aller dans la personnalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'aller rentrer vraiment dans le récit de la personne et de l'aider à comprendre vraiment c'est quoi toute la mécanique interne qui s'est construite, sur quoi est fondé son récit, et rentrer dans son histoire. Donc personnellement, moi je crois beaucoup à la partie personnalisation parce que ça va avec justesse pour moi, dans le sens où je suis pleinement dans le récit en fait. De la personne. Donc ça, pour rapport à cette question-là. Et ensuite, je sais pas si tu voulais rebondir avant que je continue. Oh, je t'en prie. J'écoute attentivement. Et après, sur comment faire bouger un récit en profondeur. Et ça fait partie, par exemple, des challenges que peut-être rencontrent certaines personnes HP quand elles sont accompagnées. C'est OK, moi, en tout cas, dans mon parcours personnel, et je me suis rendu compte aussi dans les personnes potentiellement que j'accompagne, c'est OK, si on change le récit et qu'on reste juste à un niveau mental, typiquement, elles vont me dire, ah mais oui, je sais que, je sais pas, je devrais penser ça, ah mais je sais que c'est ça que je dois changer, ah mais je sais, et ça je l'ai compris. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est intégré au niveau mental. Je vais donner un exemple très concret à nouveau, c'est oui, les émotions, il n'y en a pas de positives ni de négatives, ça va que de l'agréable. Et en fait, elles ont un récit qu'elles ont tellement bien intégré qu'il est super rodé. Et là, en tant qu'accompagnant, si tu t'arrêtes là, tu fais « Ah ben c'est bon, la personne a compris. » Non, en fait, elle est intelligente, elle a saisi la mécanique. Par contre, l'étape qui est de « Ok, bah tiens, je passe à un niveau, c'est intégré. » Et c'est là, après, où on peut aller justement dans faire bouger un récit. Et pour moi, c'est OK, comment je travaille avec le mental de la personne que j'accompagne, parce qu'on a besoin il a des questions, il a besoin d'être, voilà, il y a cette partie-là, on a besoin d'adresser, mais c'est comment je travaille avec, pour le coup aussi, l'émotionnel, le corporel. Parce qu'en fait, une personne peut me dire quelque chose de très cohérent et qui fonctionne, sauf qu'en fait, on va dire, la réalité n'est pas alignée sur ce qu'elle dit. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque encore. Et c'est là où, en tout cas, moi, dans la façon dont j'accompagne, c'est vraiment, on va aller voir ce qui se passe justement derrière le récit, qu'est-ce qui est vrai. Et comment faire bouger, du coup, je reviens à ta question, comment faire bouger un récit en profondeur? Pour moi, c'est en travaillant à multiples niveaux. Tu peux pas travailler uniquement au niveau mental. Et après, chaque accompagnant a ses propres outils, hein. Il y en a qui vont travailler à travers de l'hypnose, avec le subconscient, l'inconscient. Voilà, moi, je sais que je travaille énormément sur voilà, toute la partie émotionnelle, et aussi je travaille énormément quand je suis à quelqu'un, c'est qu'est-ce que j'entends et je ressens derrière les mots. Parce que si je m'arrête juste aux mots, je sais que la personne peut être comment on dit en français, enturlupine, non, c'est pas ça le mot. Entourloupé, ouais. Ouais, c'est ça. La personne peut m'avoir et je sais que non. Et je sais que moi-même, je me vois moi-même le faire quand je suis accompagnée, hein. C'est-à-dire que je peux mettre la personne en confusion et elle sait plus où aller si jamais elle sait pas faire avec moi. Si elle reste au niveau de juste mes mots et ce que je raconte, honnêtement.
Ouais, Ouais. ouais, bah, le ressenti en accompagnement, le ressenti personnel qui du coup est filtré, hein, forcément. Mais Mm. plus on arrive à ouvrir largement à la personne qui est en face de nous, plus notre ressenti peut, s'il est mis sur la table sans attente particulière en disant juste je sens ça, qu'est-ce que ça te fait? Et bah, il y a la possibilité d'avancer plus vite que si on reste sur le disque parce que moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la tête, elle sait ce qu'elle veut dire, dans quel ordre elle veut le dire et pourquoi elle le dit. Et donc, du coup, bah, si on se contente d'écouter la tête, à la fin, on n'a rien bougé. On a juste dit oui, oui, t'as raison, ton disque, bah, il est bon, il tourne, quoi. Mais peut-être que t'en as marre qu'il tourne, c'est peut-être pour ça que t'es là, en vrai. Donc, bon, Ouais, il y a un truc comme ça. Mais complètement. merci pour cet éclairage parce que dans ce que tu éclairais au niveau de l'accompagnement de groupe, donc déjà moi j'ai pas ce bonheur mais j'espère que pas si longtemps j'ai envie de faire ça, j'ai envie de passer à l'étape où j'accueillerai des groupes. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre mais j'ai l'impression que c'est ok, que ça va se passer. J'ai l'innocence de le croire, on va dire ça comme ça, la candeur. Et en même temps, ce que tu disais, c'était très intéressant parce que les personnes qui sont accompagnées en groupe, en fait, elles vont avoir peut-être une problématique centrale identique et des récits personnels différents. Et donc, elles vont pouvoir partager quelque chose qui est important pour elles, tout en étant sûres que la personne en face d'elles a au moins de quoi accueillir le fait que c'est vrai. Et que du coup, il peut y avoir des choses hyper puissantes dans les échanges, dans les particularités subjectives de ce qui est l'élément commun au départ. Par exemple, oui, le manque d'estime de soi ou je sais pas moi, d'autres sujets qui sont tout aussi percutants, voire plus percutants parce que plus temporels, plus temporellement marqués. Et du coup, d'avoir des personnes qui échangent là-dessus et qui libèrent la parole sur un sujet qui les touche toutes d'une manière différente, ça doit être formidable, ça doit être incroyable. Ouais, complètement. Et tu vois, vu qu'on, si je reviens à cette question d'être un extraterrestre, de sentir que tu appartiens pas à ce monde, tu perds ça quand tu es en groupe. Évidemment, si on fait le choix de, enfin, en tout cas, moi, c'est le choix que je fais d'avoir des personnes qui sont similaires, cérébralement. J'utilise le terme qui m'a déjà été donné, enfin, par une personne que j'avais eue dans un de mes groupes. Et tu vois, quand on reparle un peu des étapes, je te parlais de cette deuxième étape de l'intégration. En fait, pour moi, ça accélère l'intégration de son fonctionnement différent. J'ai du coup un groupe de femmes que j'accompagne, que j'appelle sensibles et talentueuses, et où elles sont, c'est pas un immense groupe, après ça dépend de chacun, mais quelque chose de différent d'ailleurs grand, mais on 6, 7 femmes, et en fait, quand elles découvrent leur fonctionnement, avoir ça, ça leur permet de faire exactement ce que tu racontais de ah tiens, ça je me reconnais, ah non, ça je me reconnais pas, ça c'est pas moi, ah ça me parle. Et comme, après, je fixe les règles du jeu, évidemment, il y a beaucoup de respect et de bienveillance dans le groupe. Tu te rends compte, ah, je peux venir avec tout ce que je ressens et tout ce qui se passe en moi, et c'est pas remis en question, c'est compris. Parce que moi, le mot comprendre, je crois que c'est juste central pour une personne qui souvent s'est pas sentie comprise, en fait, ou compris. Et du coup, cet accueil total de soi, c'est, honnêtement, c'est un cadeau, en fait. Euh, Justement, voilà, dans le process de s'accueillir soi, le fait qu'on soit accueilli par l'autre, ça aide aussi à s'accueillir soi. Oui, se déposer et sentir que c'est un cadeau pour les autres qu'on se dépose aussi, il y a ça. Et j'ai une question qui va un petit peu aussi dans le même sens, mais je me demandais, parce que c'est vraiment une question que je me pose justement et qui rejoint la découverte d'une étiquette ou de plusieurs qui nous concernent, cognitive ou pas d'ailleurs, puisque on a eu l'occasion de faire un petit détour par le bouc émissaire, et puis dans pas longtemps on parlera aussi de d'orientation sexuelle non majoritaire d'une certaine façon. Mais là pour le coup, je me demandais parce que vraiment dans ces moments de bascule où notre récit va pouvoir changer et va être rétrospectivement retricoté. Euh, Selon toi, est-il important de ne pas piétiner le récit précédent avec le nouveau? Et je me demande comment on fait attention au récit précédent, en fait. Et ce serait quoi le risque, en fait, quand tu dis piétiner le récit précédent? C'est-à-dire jeter à la poubelle tous ceux qu'on a été qui croyaient pas qu'ils étaient intelligents, qui croyaient pas qu'ils étaient capables, qui croyaient pas que ils pouvaient s'en sortir, qui croyaient pas qu'ils pouvaient rayonner, qui étaient en train de se bouffer la gueule avec des trucs. Là, je parle à la première personne évidemment, Ouais, ouais. mais pour chacun, ce serait autre chose. C'est-à-dire que on a dans ce processus un changement qui dépasse de loin le présent et le futur seul. Ça empiète sur le passé
Et moi, pour moi, personnellement, j'ai deux histoires. C'est-à-dire qu'il y a celle que j'ai retricotée avec l'étiquette qui a été la mienne, donc j'ai pu Ouais, comprendre ma vie d'une nouvelle façon. Mais surtout, je tiens à garder ce premier récit que j'ai vécu de façon très très sensible et très douloureuse, mais pas pour me rouler dedans, simplement pour le respecter et ne pas l'ensevelir en fait, parce que je l'ai vécu ça. ouais, Et c'est hyper important que ce soit pas enseveli ça. ouais, Voilà. ouais. Je pense que tu as donné une magnifique réponse. Ben non, mais je me demandais, est-ce que du coup, dans réécrire son scénario, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça et est-ce que tu pourrais me Ouais, l'expliquer? Parce que ça ouais, m'intéresse la façon dont toi, tu ouais. pourrais me l'éclairer. Mais en fait, réécrire le scénario, comme tu dis, je dirais, moi, en tout cas, moi, ma vie par chapitre. Et en fait, c'est un chapitre qui est passé. Et dans le, je sais pas, il y a le chapitre 1, il est passé, je suis dans le chapitre 2, et dans le chapitre 2, je suis en train de revoir le chapitre 1 différemment, mais je suis pas en train de réécrire sur le disque, tu vois. Revisiter le chapitre 2, 1, ça se fait sur le chapitre 2. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et en fait, nous, après, je suis vraiment dans une approche coaching, mais quand on réécrit le scénario, c'est surtout aussi pour ton présent et ton futur. Donc c'est justement mais pour t'aider à, voilà, à faire advenir ce que tu désires dans le présent et dans le futur. Et effectivement, parfois, on va se rendre compte, tiens, tu veux ça, mais il y a un obstacle sur ton chemin. On va avoir besoin d'aller, il y a quelque chose du passé qui est un des obstacles. Et effectivement, on va avoir besoin potentiellement de revoir un élément du passé sous un autre jour. Très concrètement, une personne qui a fait un burn-out au niveau professionnel et se retrouve à avoir énormément plein de perspectives très négatives sur le travail et qui se dit mais en fait j'arriverai jamais à m'y retrouver dans le travail, je trouverai jamais ma place et je suis trop ou je fonctionne pas avec enfin c'est pas possible en quelque sorte et c'est ok, comment est-ce qu'il y aurait un scénario différent qui serait possible et du coup on va avoir besoin surtout si tu veux trouver un travail dans lequel tu t'épanouis, on va avoir besoin d'aller visiter ce récit existant et le changer en fait. euh, mais je te rejoins totalement sur l'aspect, en fait, finalement, remercier et reconnaître la personne qu'on a été en étant différent et en ayant peut-être une perspective différente aujourd'hui, parce qu'en fait, à l'instant T, tu as fait avec les moyens du bord, tu vois. Et Ouais, ouais. Et puis, ça permet d'envoyer beaucoup d'amour à celui qui pouvait ouais, pas s'en donner aussi, au passage. yes, complètement. Hmm. Chouette. Il y a un mot tout à l'heure que tu as mis que tu as surligné, c'est le mot de comprendre qui te paraissait central dans ta vision des choses et dans ta façon d'accompagner. Et j'ai cru comprendre que le mot de puissance était aussi important pour toi dans ta vision de l'accompagnement. Est-ce que tu veux nous parler de la puissance et de la puissance que tu as rencontrée chez toi et ensuite de l'importance de la puissance en général? Waouh, quelle transition là. En fait, comprendre, pour moi, là, juste pour finir sur le comprendre, ça permet d'apaiser, en fait. Ça permet que ton cerveau, il tourne pas en boucle. Parce qu'en fait, tant que tu n'as pas compris, tu vas chercher. Et c'est simple, ton cerveau, à partir du moment où tu lui poses une question, il va toujours chercher la réponse. Donc, c'est ça permet un peu de fermer certaines fenêtres, enfin vraiment, parce que moi-même je l'ai vécu, des moments où je comprenais pas et je continuais à ressasser la situation, je continue, je dis et tant que j'ai pas trouvé l'élément qui permet de poser le récit et d'arrêter de tourner dessus, en fait ça tourne en boucle. Et évidemment, je pense pour une personne différente qui ne connaît pas sa différence, il y a plein d'incompréhensions au quotidien, que ce soit voilà enfant, à l'école, au niveau social, peut-être familial, ou encore ou en relation. Enfin, on fait tous les secteurs ou encore adulte. Et après, on le superpose avec le travail, etc. Donc là, voilà, pour moi, comprendre, c'est très puissant, clairement, en soi. Hmm. Après, sur la notion de rencontrer ma puissance, je pense que, tu vois, si je reviens sur toi aussi le partage très sincère que tu as fait, je pense que je sais qu'il y a encore beaucoup tu vois, d'envergure ou d'ampleur possible. Je sais que j'ai confiance, un peu si je reviens à ce que tu disais, j'ai confiance dans ce qui va arriver et je sais que je vais aller encore plus dans ma puissance et la puissance de mes accompagnements parce que, et c'est un chemin perpétuel, je vais aller
toujours plus dans qui je suis, et c'est comme si, imaginons, on va prendre un corps, comme ça tout le monde a un élément visuel, mais imaginons le dessin d'un corps, et tu habites peut-être à un moment donné ton corps, mais tu l'habites vraiment comme un, je sais pas, imaginons un petit schtroumpf qui est au milieu, ou un élément tout miniature, et tu l'habites comme ça ton corps. Et au fur et à mesure, peut-être que tu t'acceptes, tu te valides, tu te reconnais, tu fais tout ce chemin de connaissance de toi et d'accueil de toi, etc. Et tiens, le petite miniature finalement commence à prendre de l'espace. Je sais pas, il commence à habiter les jambes, les bras, la tête. Peut-être que d'ailleurs la miniature était juste dans la tête, si on reprend ce dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, pour moi, c'est ok. Maintenant, j'habite dans mon corps, et je pense que plus tu développes ta puissance, plus finalement ça s'étend au-delà de ton corps. Et ouais, c'est donc pour dire voilà que je suis aussi en chemin sur ces thématiques-là. Je pense que la puissance, pour moi, pour chaque être humain sur cette terre, elle est due à combien je suis moi-même. Et je considère que moi-même, c'est largement, c'est même pas suffisant, c'est même pas assez beau, suffisant. C'est exactement ce qui va on va dire, me permettre de, moi, retrouver mon plaisir, mon épanouissement, de la reconnaissance, et comment ça va contribuer au monde. Parce que moi, ma croyance, pour le coup, c'est que plus tu vas être toi-même, donc à la fois dans tes qualités, dans tes intérêts, tes passions, tes curiosités, plus tu vas être à ta juste place et avoir l'impact finalement que tu peux avoir dans le monde. Et tout le monde te reconnaîtra pas, tout le monde te comprendra pas. Je veux dire, c'est ok. Et c'est comment toi tu trouves évidemment ton écho là où tu en as besoin. Mais pour moi, la puissance, c'est vraiment ça. C'est comment, et en tout cas, moi, ça a été mon chemin. C'est comment je peux être toujours plus moi-même. Et si on reprend aussi ton image de rayonner, comment je rayonnerai toujours plus, de plus en plus je serai moi-même. Et du coup, j'aurai par effet ricochet l'impact que je peux avoir. Mm. Je sais pas comment tu le ressens. C'est déjà très beau dans l'état actuel des choses, je te le dis. Ouais. Je te remercie. Je doute pas que ça continue, hein, c'est juste vraiment, ouais. c'est déjà très 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 chouette.